Au-delà de la situation d'Ebola dans l'est de la RDC, nous parlons également de la situation sur les lignes des fronts. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. En images, nous allons suivre également ces déplacements de la population dans les territoires de Massissi. De milliers de populations se retrouvent à Kibabi dans les territoires de Massissi. Et d'ailleurs, comme vous êtes en train de le suivre en images, on décrypte, on analyse la situation. On va également faire des éclairages utiles sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo dans cette rétrospective. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Il est samedi, bon week-end chez vous. Passez des bons moments en famille. Jospin, bonjour et bienvenue. Bonjour Blaise, merci beaucoup et bonjour à ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Nous allons revenir après sur la situation à Ebola parce que ça affecte également l'est de la RDC. Mais on parle de combats sur les lignes des fronts. Pas de cessez-le-feu jusque-là. À Massissi, il y a un déplacement terrible de la population, des avancées du côté FARDC et Ouazalendo. Avant, d'ailleurs, aussi de faire le point sur Minembwe. Qu'est-ce qu'on raconte dans cette rétrospective? Depuis le début de cette année 2026, la coalition FARDC et Ouazalendo tente de descendre sur la cité minière de Rubaya. Mais cette fois, il y a une forte résistance de l'F-123 qui riposte à chaque fois, vigoureusement à chaque tentative de cette coalition qui se retrouve toujours dans le groupement de Oufamandou et de Kibabi dans la profondeur. Il faut dire que dans le territoire de Massissi, toutes les localités ne sont pas contrôlées par l'F-123. Il y a encore certains villages qui sont contrôlés par la coalition FARDC Ouazalendo, même s'ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Mais en début de cette semaine, il y a eu de grandes offensives lancées par la coalition FARDC Ouazalendo sur l'axe Katoi-Kinigi. Et d'ailleurs, il y a certaines informations qui ont circulé faisant état d'un contrôle de Kinigi par la coalition FARDC Ouazalendo. Mais jusqu'à vendredi matin, les combats se déroulaient loin de Kinigi, mais les troupes de l'F-123 étaient visibles à Kinigi jusque dans la soirée de jeudi 21 mai 2026. Mais il faut dire que ces combats qui se déroulent sur l'axe Kinigi, Katoy, Kibabi ont poussé beaucoup de personnes à se déplacer avec leurs familles, des enfants, des femmes âgées. Des images insoutenables, Blaise. Jusqu'à présent, les populations se dirigent vers Kibabi, quittant la zone de Katoy et de Kinigi, abandonnée. Mais il faut dire que les Ouazalendo avaient réussi, l'F-123 avait réussi de reprendre Louké après ces affrontements. Très bien. Alors d'ailleurs, avant de continuer, de parler de la situation de Minembwe, écoutons quelques déplacés. Naitwa Tatupenze Jean-Pierre. Sisi tumefika hapa kutoka tofauti, kutoka ngambo ya Luke, Burorero, Katoi, Kiningi, tumetoka Bugatama, tumetoka Ngokwe na kadhalika. Tulisikia masasi na mashambulizi ya masilaha, makundi yenye silaha yakituvamia na kututia masasi. Watu wetu walikufa wamoja, wengine walijeruhiwa. Tulitupa mali yetu, walipora wale wajambazi na wale wenye wako na silaha. Tulikuwa tu hatuna kitu, tunaishi mbaya sana, kwa chakula na maji, na tumekosa nyumba kuingia ndani. Ndio tuaje tu tumekosa kupata kuingia, na hii manyumba nataka tufungulia mimi masomo, nataka kufungulia sasa nafasi ya kupata hii manyumba makaya sasa, au tufungulia tuingie na nyumba, japo hatuna manyumba. Sasa tulisha watu, tuko mahali mbaya sana, hali mbaya sana. Naitwa Renzao Miguro Patrick. Shida tunayo sababu wakimbizi wamekuwa wengi Mkibabi. Tunaomba wakubwa watusaidie, hawana nafasi ya kubaki, watusaidie sana. Kama kuko masomo babafungulie, bapumuzikie ndani, watusaidie tu, waombe wakubwa bafungulie wale wakimbizi wapate fasi ya kulala. Wengine bakubwa watarikiwa nyuma, lakini wapate fasi ya kulala. Au-delà de la situation dans les Massissi, Jospin, nous parlons de la situation dans les hauts plateaux de Minembwe, où il y a quand même aussi des attaques par drone, Sukhoi également, des armes type 4, 6,
c'est quand même des combats assez terribles pour des zones densément peuplées. Oui, depuis le retrait des troupes de la 123 de la plaine de la Ruzizi, c'est replaçant jusqu'à à Kamanyola, l'axe des hauts plateaux des Minembwe, d'une partie en territoire de Fizi et de Mwenga, dans la zone d'Itombo est devenue très fragile, avec beaucoup d'assauts lancés par les forces armées de la RDC, appuyées par l'armée burundaise et les Wazalendo, jusqu'à Gakenge, à Mikenge, à Minembwe Centre, où beaucoup d'infrastructures ont été détruites par des bombes, des drones des forces armées congolaises. Mais il y a quand même cette force résistance de Twirwaneho alliée à l'F-123, parce que jusqu'à présent, Minembwe Centre reste contrôlé par les Twirwaneho alliés à l'F-123, malgré toutes les tentatives des forces gouvernementales de reprendre Minembwe Centre. Les forces de Twirwaneho y restent, mais à un prix très élevé. Parce que il y a des populations civiles qui sont tuées chaque jour dans des bombardements, malgré les dénonciations, des manifestations organisées par la diaspora congolaise à Bruxelles, venues même de Suisse, d'Allemagne la semaine passée. Malgré les manifestations organisées à Nairobi au Kenya, rien ne marche sur le plan humanitaire à Minembwe. Après un premier convoi humanitaire de 4 jeeps du CICR, on n'a plus rien vu, c'était tout. Donc on avait cru qu'il y aurait une désescalade humanitaire, qu'il y aurait un couloir humanitaire ouvert, mais jusqu'à présent, Minembwe reste une zone hautement enclavée où la situation humanitaire est catastrophique. Il y a des personnes qui y meurent de faim. Il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas avoir accès aux médicaments, pourtant souffrant des maladies chroniques qui nécessitent un suivi régulier. Mais ce qui est grave est que des populations ne peuvent même pas se déplacer, quitter Minembwe et descendre, par exemple, dans le territoire d'Uvira, parce que sur leur passage, ce sont des positions militaires. Et il y a aussi cet aspect-là tribal, des populations Banyamulenge qui ne sont pas bien accueillis dans la zone d'Uvira. Vous savez très bien, vous avez suivi même des communiqués de la 123 dénonçant une chasse à l'homme dans la plaine de la Ruzizi. Certains habitants accusés de travailler, de collaborer avec la 123 qui sont lynchés par des Wazalendo, ou certains mêmes habitants qui sont tués, abattus en plein jour. C'est ça la situation qui prévaut dans cette zone. Nous espérons que peut-être il y aura une désescalade, il y aura des apaisements, des tensions, avec des appels des notables de la région et du gouvernement, parce que nous sentons qu'à chaque sortie médiatique, le président et le porte-parole du gouvernement essaient quand même d'appeler les populations de cette partie à la coopération pacifique. La question qu'on se pose, qu'est-ce qui reste de processus de paix? Est-ce qu'il faut oublier? Il faut qu'on tourne la page définitivement? On ne tournera jamais la page, parce que la solution à la crise qui gangrène la RDC ne sera jamais militaire. Si on mise sur la solution militaire, ça peut coûter des décennies et des décennies, et ce sont des milliers de vies qui s'en vont chaque jour, à chaque bombardement des drones, à chaque coup de feu, il y a une vie humaine qui est en péril, et la solution, elle est diplomatique, elle est politique. Malheureusement, sur ces champs-là, il y a beaucoup d'hypocrisie entre les deux parties. Il y a beaucoup de faux sur le vrai, et on ne sait pas si, avec le même processus de Doha ou de Washington, on trouvera une solution à court terme. Mais c'est ce qui est souhaité. Mais il faut combiner. Vous avez suivi récemment à Nairobi la prise de parole du président Emmanuel Macron, qui a sollicité l'implication des acteurs régionaux, des présidents des pays de la sous-région comme Yoweri Museveni, comme William Ruto, comme Samia Suluhu de la Tanzanie. Pour le président Emmanuel Macron, la solution américaine n'est pas contextualisée, n'est pas bien adaptée au contexte sécuritaire. Les Américains ne comprennent pas très bien la dynamique du conflit dans la sous-région, mais si on y associe les dirigeants africains de la sous-région, de ces pays voisins, qui comprennent la dynamique de ce conflit depuis le début, depuis plus de 30 ans, peut-être la solution peut être trouvée. Mais aussi, il avait plaidé pour un dialogue. Félix Tshisekedi, Paul Kagame, pourquoi pas, aussi gouvernement congolais, F-123, mais un dialogue direct qui implique d'autres acteurs de la sous-région et des politiciens de l'opposition de la République démocratique du Congo, pour trouver une solution quand même concertée.
parce que il y a beaucoup d'intérêts avec les Américains, avec les Qataris, qui ne facilitent pas une solution rapide au problème. Il y a aussi l'F-123 qui pense que les États-Unis d'Amérique sont partials, ne sont pas impartials du coup, ce qui ne facilite pas aussi la médiation quand il y a déjà une partie qui ne croit plus en la partialité, en l'impartialité, voulais-je dire, de la médiation, c'est-à-dire qu'il y a à se poser des questions. Même d'autres acteurs de la sous-région comme le président kenyan William Ruto avaient aussi approuvé l'idée d'Emmanuel Macron. Lui aussi, il pense que la solution à cette crise ne viendra pas des États-Unis d'Amérique. Pourquoi pas ne pas revoir la stratégie, pourquoi ne pas revoir la dynamique de ces négociations pour que la solution soit trouvée à court terme. Je pense que la solution sera toujours Blaise diplomatique, politique, mais il faut peut-être revoir les acteurs et les médiateurs. On parle maintenant de la situation d'Ebola, une situation qui a affecté également la ville de Goma, avec la fermeture de la frontière observée depuis les dimanches. Mais nous allons nous focaliser sur la question de l'Ituri. Il y a eu flambé l'épicentre d'Ebola à Rwampara, effectivement. Hier, un incident assez terrible. Oui, Blaise, l'Ituri qui est l'épicentre de cette 17e épidémie d'Ebola, avec déjà plus de 150 décès enregistrés et plus de 59 cas confirmés, à part les suspects, les contacts. C'est une situation dramatique qui connaît encore le RDC, aussi sous des tensions sécuritaires avec l'activisme de l'ADF, des Codeco, des CRP et d'autres groupes armés comme FPIC. Aujourd'hui, c'est l'épicentre d'Ebola. Malheureusement, les mesures préventives, la riposte n'est pas encore au niveau où on l'attendait. On va dans le camp déplacé. Il n'y a aucun dispositif d'hygiène. Les centres de traitement ne sont pas encore bien équipés. On a même vu le ministre se présenter à l'aéroport de Bouni avec une légèreté, sans nom, sans cache-nez, il est en train de serrer des mains aux gens. On se dit, mais ça, c'est quelle communication? Et sur place, même des journalistes qui tournent des vidéos sur les terrains ne sont pas protégés. On a vu hier l'incident qui s'est passé à l'hôpital de Rwampara à une dizaine de kilomètres de Bunia, chef de l'Ituri, où des malades qui présentent des signes d'Ebola se sont évadés de l'hôpital et se sont retrouvés dans la cité. On ne sait pas beaucoup le retracer, c'est un grand danger. Il n'y a pas de vaccins, il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de vaccins, de traitement jusque-là. Il y a un jeune homme qui est décédé d'Ebola, mais par surprise, ses proches ont contesté cette mort-là. Ils sont venus réclamer le corps. Il y a même des véhicules incendiés. La résistance communautaire. La résistance communautaire, c'est un problème de communication. Très grave. Il faut renforcer. Qu'est-ce qu'on propose comme solution? Il faut renforcer la communication pour les changements de comportement, mais aussi la communication dissuasive par des sensibilisations à travers les relais communautaires, mais aussi des messages qui restent, qui demeurent en contact avec la communauté. Notamment les affiches sur le lieu public, dans les taxis, mais aussi des messages porte-à-porte, de sensibilisation porte-à-porte et tout, mais aussi la sensibilisation des leaders communautaires, notamment les pasteurs, les chefs religieux, parce que ce sont des leaders qui ont de l'influence sur les habitants, les leaders religieux, les leaders communautaires, les leaders politiques aussi, les militaires et policiers. Il faut renforcer en tout cas la communication pour les changements de comportement, pour que la population s'approprie la riposte. Sinon, on va assister encore à une catastrophe dans cette province déjà touchée par des conflits armés avec plusieurs victimes. Vous avez parlé aussi du Nord Kivu. Jusque-là, la maladie... Un cas. Il y a un cas à Goma, bien sûr, à Butembo aussi. À Butembo aussi, il y a 2 cas. Il y a un nouveau cas enregistré au Sud Kivu, à Miti, dans le territoire de Kabaré, dont l'échantillon a été prélevé à Bukavu et ramené à Goma. Mais le cas de Goma est suivi et ne représente plus aucun danger. Plus de 200 contacts ont été identifiés et isolés et le cas est suivi. Je pense que dans la région de Goma, c'est tant mieux, même si la frontière avec le Rwanda reste fermée aux Congolais. Il y a aussi la frontière de l'Ouganda qui est fermée, sans aéroport à Goma, sans banque,
la population Qu'est-ce est que l'on peut davantage craindre? Qu'est-ce que l'on peut isolée. craindre, Jospin? Ma dernière question dans cette rétrospective. C'est la faim d'abord. Il y a risque que plusieurs familles meurent de faim parce que, vous savez, ce sont des milliers, plusieurs milliers de femmes qui tiennent leur foyer à Goma grâce à ce trafic transfrontalier à la petite barrière Gisenyi-Goma. Et puis, quel sera leur sort, ces femmes-là qui vendent des tomates, des amarandes, des légumes, des fruits chaque jour, mais aussi pour les travailleurs congolais qui vivaient au Rwanda, ils sont bloqués, bon, ils doivent traverser pour ne plus revenir, les coûts des loyers vont grimper, il y a ces blocages aussi, on ne peut pas faire Kampala pour les commerçants, parce que vous savez, les produits manufacturés à Goma viennent de l'Ouganda, de la Tanzanie, transitant par le Rwanda, ça devient un peu compliqué pour le commerce local, alors que les gens doivent payer des taxes. C'est-à-dire que la vie devient compliquée sur tous les plans. Merci Jospin, merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis au courant de cette semaine. D'ailleurs, j'annonce officiellement qu'on va les faire, la création d'une émission spéciale Ebola, où on sera en train de parler de mesures préventives, c'est quoi l'Ebola, l'évolution à Goma et sur l'ensemble du territoire national. Mesdames et messieurs, Kivu Morning Post, nous sommes là pour vous servir en temps réel. Bon week-end chez vous.